Bonjour à tous, bonjour tout le monde. On va attendre une petite minute, le temps de laisser arriver tout le monde. Est-ce que tout le monde nous entend bien? Vous avez le chat sur le côté. N'hésitez pas à faire un petit coucou. Ça y est, tout le monde se connecte. Tout le monde est là. Bon, donc, tout au long du live, vous pourrez poser vos questions. Donc, c'est dans le deuxième onglet questions à droite de l'écran principal. Et je vous remercie d'avance de bien les noter dans cet onglet questions et non pas dans le chat. On vous propose aussi 2 sondages dans le troisième onglet à droite, donc l'onglet sondage. Les choses sont bien faites. Et je vous laisse y répondre juste avant de démarrer, le temps d'attendre tout le monde. Vous pouvez, il y a 2 sondages qui vous attendent. On souhaiterait connaître votre activité et puis savoir si vous êtes déjà partenaire de Simulassure. Bonjour Bénédicte. Allez, on va attaquer. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce 4e live. Donc, moi, c'est Kenji, je suis directeur commercial chez Simulassure. On constate souvent que l'assurance emprunteur de vos clients patrimoniaux et professionnels est délaissée au profit des contrats groupes bancaires. Pourtant, d'un point de vue patrimonial, un bon conseil en termes d'assurance emprunteur et de prévoyance, ça a un impact financier très important pour votre client. Donc, on a aujourd'hui 2 délégués régionaux Simulassure, donc Sandrine Bringuier. Bonjour. Et Julien Velpri. Bonjour. Et on a le plaisir de recevoir aussi 2 professionnels du crédit et de l'assurance qui nous expliqueront donc très concrètement comment ils ont fait de l'assurance emprunteur et de la prévoyance une des clés de la stratégie de développement de leur business. Donc aujourd'hui, on reçoit Frédéric Pénoche, présidente chez Investis. Bonjour. Et Thomas Santorelli, conseiller en gestion de patrimoine et courtier en financement, fondateur de Guide Pro Finance. Bonjour. Grâce à ces experts, on vous propose à travers ce live un rendez-vous pratique et pédagogique sur la mise en place de ces solutions et l'explication du gain potentiel pour vos clients. On fait tous le même constat en ce moment, même si les banques sont plus nombreuses à prendre de nouveaux dossiers de prêts immobiliers, elles pratiquent des taux à la hausse avec une plus grande sélectivité, avec en plus une baisse du taux d'usure, ce qui entraîne beaucoup plus de refus. Comme l'a très justement rappelé Reynald Lair, donc directeur commercial de MetLife, dans un article publié ce week-end dans le magazine Gestion de Fortune, les CGP ont besoin de se diversifier et s'adressent à une clientèle intéressante. À l'inverse de l'emprunteur, la prévoyance n'est pas une obligation. C'est donc essentiel de susciter l'intérêt du distributeur avec des process simples et une rémunération attractive. Les clients sont en général peu équipés des sondages qui ont été faits et c'est le rôle, voire le devoir de conseil des CGP, des courtiers en assurance et des spécialistes TNS de mettre en évidence ces éventuels manques et d'apporter des solutions. Écoutez, je laisse maintenant la parole à Julien qui va nous présenter un récap de l'intérêt de l'assurance emprunteur. À toi, Julien. Merci, Kenji. Alors, oui, tout d'abord, au niveau du contexte, donc Kenji l'a rappelé, pourquoi faire l'ADP, donc l'assurance emprunteur. Aujourd'hui, c'est nécessaire. Les Français sont optimistes. Il y a plus de 70% qui pensent reprendre leur projet immobilier d'ici l'été. Donc, on va avoir de nouveau plus de dossiers. De l'autre côté, il y a le contexte des taux. Donc, on a une augmentée des taux bancaires, des taux d'emprunt et une baisse du taux d'usure. Donc, ce qui fait que les taux se resserrent et l'assurance emprunteur va pouvoir être nécessaire et essentiel pour justement faire passer certains dossiers. Donc, je pense à vos clients les plus âgés ou à les clients avec des endettements qui sont un peu plus serrés. Donc, la délégation d'assurance peut être une bonne alternative. Au-delà du contexte, notre but aujourd'hui, c'est de vous montrer que l'assurance emprunteur, c'est un outil qui est multi-usage. Et quand on pousse un petit peu plus le conseil, derrière, ça peut être source de diversification. Une vérité, c'est que elle est utilisable tout au long de la relation client. Donc, c'est quand même assez confortable de rentrer en relation avec des clients, je pense notamment aux clients CGP, par une économie. Et il y a un gros potentiel. Aujourd'hui, juste pour rappeler un chiffre, il y a à peu près 80% des propriétaires, donc que ce soit pour de la résidence principale ou du locatif, qui détiennent un contrat assurance groupe. Donc derrière, on voit vite le potentiel qu'on a à reprendre. Multi-usage parce qu'en fait, aujourd'hui, on va essayer de parler concrètement et de manière pédagogique. Donc, on a pris quelques exemples qui peuvent montrer qu'on n'est pas obligé de s'arrêter et s'astreindre à la simple souscription de l'assurance emprunteur. C'est que quand on creuse et qu'on s'intéresse un petit peu plus aux clients, donc ça, pareil, pour la relation, c'est que du positif, on va pouvoir déboucher sur d'autres affaires et des ventes additionnelles. Donc, on a pris différents types de cas
plus typé CGP pour le LMNP. Donc, on a fait un zoom sur la location meublée. On a pris également des cas pour le conseil patrimonial avec une approche professionnelle, donc avec l'arrêt Musel et les clauses bénéficiaires. Et on a pris aussi un cas basique, le cas d'école. Donc, c'est le cas du couple. Je pense que vous êtes nombreux et nombreuses à compter parmi vos clients ou à avoir financé des projets pour des couples qui étaient simples concubins, donc pas pacsés, pas mariés. Aujourd'hui, dans ces deux cas de figure, les concubins et le pax, sans testament, il faut savoir que le partenaire n'a pas de qualité d'héritier. Donc derrière, quand on creuse un petit peu et qu'on va un peu plus loin dans le conseil et qu'on pose des questions aux clients, aujourd'hui, est-ce que vous avez prévu les choses ou est-ce que vous savez comment ça se passe? La large majorité ne le sait pas. Donc grâce au conseil, vous allez pouvoir déboucher sur de la prévoyance. J'ai pris un exemple d'un couple donc en concubinage, parce qu'avec testament, je le rappelle, le Pacs, l'avantage, c'est que le partenaire pacsé va être exonéré de droits. Mais dans le cas d'un couple qui n'est pas pacsé, donc en concubinage, âgé de 30 ans, pour derrière faire la simulation pour la prévoyance, donc un couple cible 30 ans qui achète un bien de 200 000 euros en indivision 50-50, j'ai simplement fait une simulation des droits de succession. Donc, c'est le montant à débourser donc si le partenaire est héritier en concubinage. Donc aujourd'hui, les droits s'estiment, j'arrondis à 60 000 euros. Donc l'idée, la solution, elle est toute simple, mais il faut y penser, il faut la proposer, c'est d'adosser au financement une solution de prévoyance, en attendant justement que le couple prenne les dispositions nécessaires. Donc, au niveau de la simulation, et on peut voir que derrière, à l'échelle d'une mensualité ou d'un projet, c'est pas énorme parce qu'aujourd'hui, là, pour moins de 10 euros, le partenaire assure le maintien de la maison et du projet en cas de décès. Donc ça, c'est le cas d'école, mais qui est largement rencontré. Donc ça, c'était pour le cas qui était le plus simple. Et je vais passer la parole à Sandrine et à Frédéric pour aborder la prévoyance et les montages en professionnel. Merci, Julien. Donc, pour rappel sur la partie professionnelle, donc tout simplement déjà de savoir qu'ils ne sont pas éligibles à la loi Hamon et à la loi Bourquin, d'où véritablement la nécessité d'évoquer vraiment la délégation d'assurance dès la naissance du projet, que ce soit pour l'achat de matériel, de machines-outils, que ce soit pour du prêt-trésorerie ou de la partie mur ou fonds. Bien que systématique, bien entendu, la banque, elle ne peut pas imposer son assurance groupe à partir du moment où vous êtes bien en équivalence de garantie sur le contrat que vous proposez à votre client professionnel. Et dernier point, c'est que dans la majorité des cas, la banque, en effet, est bénéficiaire du contrat, mais qui a un impact fort quand même pour votre client. Et il faut savoir qu'il y a d'autres solutions possibles, en effet, comme les bénéficiaires physiques croisés, que l'on va voir par le biais d'un exemple, mais aussi l'utilisation de l'arrêt Musel, par le biais de la clause séquestre. L'arrêt Musel, par le biais de la clause séquestre, donc date de juillet 92. Le principe de cette jurisprudence est relatif à la souscription d'un contrat d'assurance de décès sur la tête du dirigeant en couverture d'une ligne de financement avec la caution de ce dernier. Même si les banques préfèrent être nommées véritablement et directement comme bénéficiaires des capitaux, il est quand même important de prendre en compte l'impact de la mise en place de cette clause afin de protéger davantage les ayants droit du dirigeant sans que ça impacte les garanties souscrites. Et là, donc, pour le coup, vous voyez le schéma classique en cas de sinistre. Donc, vous avez la banque prêteuse qui a prêté au chef d'entreprise, qui a lui-même souscrit l'ADI. Donc, on entend là, pour le coup, l'assurance de prêt au bénéfice d'un notaire ou d'un avocat qui va intégrer, pour le coup, la clause séquestre et qui va rembourser ou non la banque. Et elle va le rembourser uniquement s'il y a un défaut de paiement de la part de l'héritier. Pour le coup, Frédéric, je vais te laisser reprendre la main sur un exemple concret que l'on a pris ensemble. Ça marche. Merci Sandrine. Je t'en prie. On va prendre un exemple très simple et un cas, quasi un cas d'école. Hein, et puis après, on va étayer sur les trois types de garanties. Donc, on va prendre l'exemple de M. Dupont qui possède la société Lire, qui souhaite emprunter 150 000 euros sur 84 mois, 6 mois de différé total pour l'acquisition d'une machine-outil.
La banque inclut automatiquement dans son offre de prêt une assurance emprunteur groupe, ça c'est quasi systématique, pour lequel elle est bénéficiaire des garanties. La banque demande une quotité à 100% sur la tête du dirigeant et la caution personnelle est solidaire de ce dernier. Ce monsieur Dupont, il est marié, il a 2 enfants, c'est un jeune chef d'entreprise. Comme beaucoup, il est dans le jus, comme on dit, il s'est jamais réellement penché sur le sujet de l'assurance emprunteur. Et aujourd'hui, le montant étant quand même relativement important, il souhaite obtenir un avis sur le montage et sur le coût de cette dernière. Donc, on va voir 3 cas. Le cas bénéficiaire banque, donc ça, c'est le cas classique. Le contrat de crédit en cas de décès et perte totale irréversible d'autonomie est remboursé par l'assureur de la banque. Cependant, ce remboursement n'est pas sans conséquence pour l'entreprise, puisque automatiquement, cela déclenche pour l'entreprise la présence du versement du capital en produit exceptionnel. Donc, ce produit exceptionnel aura un impact sur l'IS, même si on peut étaler ce produit exceptionnel, il va automatiquement falloir, au bout d'un moment, payer l'IS produit-là, et également augmenter l'actif successoral pour les ayants droit. Deuxième cas d'école, le cas bénéficiaire croisé. Donc, dans ce cas, le contrat est remboursé à l'associé survivant. L'intérêt de cette solution réside dans la possibilité qui est offerte à l'associé survivant de racheter les parts aux ayants droit de la société. Cela permet un petit peu de sécuriser la vie de la société de mon point de vue, puisque dans la situation où souvent l'associé et les héritiers n'ont pas le même point de vue, l'associé va pouvoir, via ce capital, procéder au remboursement et au paiement des parts. Et puis, élément sur lequel on voulait particulièrement mettre le doigt, à mon avis, qui est un point important pour vos clients entreprises, c'est la mise en place des clauses séquestres, de la clause séquestre. Le contrat de crédit, à ce moment-là, est remboursé par l'assureur sur le compte du notaire ou d'un avocat qui est bien évidemment préalablement désigné comme bénéficiaire des garanties. Dans ce cas-là, évidemment, pour la banque, la garantie est équivalente, mais la conséquence pour l'entreprise est complètement différente puisque le prêt n'étant pas remboursé par anticipation, il n'y a pas de produit exceptionnel et donc pas d'impact IS exceptionnel. Le prêt peut, si on le souhaite, maintenir son amortissement, donc il reste au passif de la société et il va donc venir déduire l'actif successoral du défunt. Et enfin, bien évidemment, la réduction des droits de succession à régler par les héritiers, tout simplement par rapport aux éléments que l'on a vus récemment. Voilà. Pour Claire, maintenant je vais peut-être redonner la parole à Sandrine pour la suite. Oui, merci Frédéric. Donc voilà, ce qu'on a vraiment voulu donc vous mettre par ce biais des exemples. Donc là, vous allez retrouver tout simplement une clause, un modèle de clause séquestre type. Bien entendu, on vous le rajoutera, le lien du modèle type que vous pourrez retrouver tout à l'heure. On vous ajoutera tout ça. Les conséquences de ce qu'on vient de voir, donc ça met véritablement pour le coup en lumière le fait d'aller au-delà de la simple délégation d'assurance pour pouvoir vraiment optimiser et aller plus loin dans le devoir de conseil par le biais de favoriser la mise en place d'une clause séquestre qui va protéger le dirigeant, ses héritiers et bien entendu en garantissant un pouvoir assurantiel équivalent au prêteur, donc à ce que va proposer le contrat groupe. Deuxième point, ça va aussi vous permettre, pour le coup, de pouvoir partir sur du multi-équipement, pourquoi pas un contrat homme-clé, avec cette clause de bénéficiaire croisé pour assurer véritablement la pérennité de l'entreprise, comme l'a évoqué Frédéric. Le fait d'avoir un bénéficiaire croisé classique peut en effet impacter la vision à long terme que peut avoir l'associé et les héritiers du chef d'entreprise. Et pour le coup, va vous permettre de pouvoir proposer, en tous les cas, un contrat homme-clé supplémentaire. Je vais laisser la main à Thomas et Julien par rapport au LMNP pour le coup. Oui. Alors, notre dernier exemple, effectivement, on a voulu faire un zoom sur la location meublée, plus particulièrement le LMNP. Le LMNP est souvent proposé par les groupes bancaires. Aujourd'hui, il y a une problématique de rendement chez les clients, de diversification d'actifs. Pour pallier à ça, les groupes bancaires se diversifient également et proposent de plus en plus le LMNP. Donc, pour rappel du dispositif, donc le client, donc l'investisseur, va acheter un appartement dans une résidence de service. Donc, ça va être des résidences seniors, des résidences étudiantes ou encore des résidences d'affaires.
et va signer un bail commercial avec un exploitant. Et lui va se charger d'entretenir, de trouver les locataires et de proposer donc ses services au bouquet. Les locataires donc payent leur bouquet et l'exploitant donc reverse des loyers qui sont prévus dans le bail commercial et sous forme de et ça sera déclaré sous forme de bénéfices industriels et commerciaux. Je vous dis ça parce qu'au niveau fiscal, l'intérêt de cette solution, on va la voir, c'est que, alors, pour exemple, j'ai pris une comparaison entre l'investisseur qui va acheter un appartement, donc dans de l'ancien, une location classique, non meublée, et ce même investisseur qui fait un investissement donc dans une résidence de service. Le fait de percevoir donc des bénéfices industriels et commerciaux va lui donner l'opportunité de faire un amortissement. Donc, dans le premier cas, dans de la location classique, il faut savoir que à la base taxable, c'est le bilan foncier. Donc, il va percevoir ses loyers. Donc, ici, dans cet exemple, ça représente 5 400 € annuels, auxquels il va pouvoir déduire un certain nombre de charges. Donc, les charges de copropriété, des taxes foncières, des frais liés à l'emprunt, dont l'assurance emprunteur. Et on arrive à un bilan donc de 3 100 €. Ça sera la base taxable, donc à hauteur de sa tranche marginale d'imposition, plus les prélèvements sociaux. C'est un peu différent dans le LMNP, à savoir qu'on retrouve ces mêmes charges qui sont déductibles. Simplement, vous voyez apparaître une ligne supplémentaire qui est l'amortissement. Donc, l'investisseur, par une règle comptable, va pouvoir amortir une partie de son investissement. Ce qui va annuler, le but, c'est d'annuler en fait le bilan et le résultat, donc qui ne génère pas d'imposition supplémentaire. Donc, c'est pour ça que cette solution trouve preneur de plus en plus et de plus en plus proposée par les banques, parce que ça paraît être une bonne alternative pour diversifier ses actifs. Simplement, pareil que dans les cas précédents, on va avoir une problématique de prévoyance et on a un réel levier pour pousser un petit peu le conseil. Je vais laisser la parole à Thomas qui va vous expliquer un petit peu les conséquences d'un décès et les solutions qui sont possibles. Effectivement, en cas de décès, il y a des conséquences fiscales qui peuvent être conséquentes. Comme on l'a répété, comme on l'a peut-être dit, je le répète, les capitaux issus des assurances emprunteurs sont imposables. Ce sont des profits exceptionnels qui vont être imposables. Plusieurs documents des impôts le stipulent, les bulletins officiels des impôts parus le 2 mars 2006 et le 1er avril 2015, ainsi qu'une réponse ministérielle du 10 janvier 2019. Il va y avoir également un autre impact, c'est l'impact social. Effectivement, ces revenus pour un loueur meublé professionnel en BIC, comme on l'a dit, peut-être le considérer comme professionnel ou non professionnel. La loi de finances de 2020 a modifié l'article 155 du Code général des impôts, puisqu'à l'époque, il fallait 3 critères pour être considéré comme loueur meublé professionnel. Tout d'abord, être inscrit au registre de commerce, au RCS. D'autre part, avoir des recettes supérieures à 23 000 €. Et dernier point, que ces recettes représentent plus de 50% des revenus, à savoir des revenus d'activité et des revenus de retraite et de pension. Donc, le critère d'inscription au registre du commerce est abrogé depuis la réforme de la loi de finances de 2020. On voit un exemple, une personne qui aurait un capital restant dû de 100 000 € et dont il y aurait un décès et percevrait en fait, les héritiers percevraient une indemnité d'assurance de 100 000 €. Si la taxation de cette personne est à une tranche marginale d'imposition de 30% plus des prélèvements sociaux, donc 17,2%, cet impact est une fiscalité de 47 200 €. Donc, c'est quand même pas négligeable. Alors, il y a quelques solutions qui sont possibles. Déjà, dans un premier temps, qui s'analyse au cas par cas, l'étalement sur 5 ans, mais qui est quand même réservé aux professionnels, puisque les héritiers ayant droit doivent reprendre en fait l'activité et la conserver. D'autre part, éventuellement le quotient, le mécanisme du quotient avec certaines précisions, ou des solutions, des réponses assurantielles, donc qui vont reprendre ce qu'on vous a déjà présenté. La première solution sera de mettre en place une temporaire d'essai dans le même genre que la protection du conjoint non pacsé, définir le montant du besoin de l'impôt, le montant de l'impôt. Donc là, dans mon exemple, pour le reprendre, c'est 47 200 €. Donc, mettre en place un contrat qui permet de couvrir une somme d'environ 50 000 €, c'est une solution.
quitte à faire nourrir son contrat, puisqu'effectivement, en fonction du capital restant dû, le montant de l'indemnité d'assurance, en fonction qu'on soit au début ou à la fin de l'opération, les capitaux ne seront pas les mêmes. Donc là, on incite à aller revoir votre client et modifier. Au début, il aura peut-être besoin de 100 000 euros, ensuite 47 200 euros, comme on vient de le voir, et peut-être moins par la suite. Donc là, moduler le montant assuré. Et enfin, la deuxième possibilité qui est possible également, c'est de modifier l'articulation du contrat bénéficiaire. Donc, de reprendre le schéma tel qu'on a pu le voir avec l'arrêt Musel, c'est-à-dire assortir la désignation du bénéficiaire du contrat d'assurance à la prise en charge du remboursement du prêt par ce même bénéficiaire, définir un séquestre chargé de conserver les capitaux d'essai. Comme on l'a dit, le tiers séquestre, ça pourra être le notaire ou un avocat. Et enfin, nantir la créance que détiennent les héritiers vis-à-vis du séquestre au profit de la banque. L'idée est donc la créance d'indemnité d'assurance ne sera pas imposable et ne générera pas l'impôt qu'on a pu voir dans notre exemple, les 47 200 euros. Cette solution est quand même intéressante. Surtout, nous sommes dans un contexte où les taux sont relativement bas, tendance à remonter. On ne rembourserait pas le prêt et en plus, les ayants droit bénéficieraient encore d'un emprunt avec des taux très, très bas. Donc, je vous invite, pour terminer mon intervention, à aller revoir les clients pour lesquels ils ont acquis des biens en loueur meublé non professionnel, même loueur meublé professionnel, et revoir tout simplement les contrats, les clauses bénéficiaires. Voilà. Je redonne la main à Kenji. Qui va présenter. Pour le coup, juste avant Kenji, pour faire un bon résumé et un bon point de ce que ont pu nous présenter partie d'exemple Thomas ou encore Frédéric, on s'aperçoit bien pour le coup que l'assurance de prêt est bien plus qu'une vente accessoire, qu'elle valorise vos portefeuilles clients tout au long de votre activité, mais c'est aussi quelque part pour vous l'opportunité d'être véritablement expert et de vous positionner en tant qu'expert et voire de sortir du lot auprès de CGP bancaires peut-être ou autres, mais aussi qu'on soit bien sur un axe de développement pour vous via des ventes de multi-équipements, des ventes additionnelles, on l'a vu par le biais d'un contrat homme-clé ou d'une prévoyance d'essai sur la partie CGP. Et bien entendu, cette relation de confiance que vous instaurez par vos conseils et par les économies que vous faites réaliser à vos clients. En espérant que ces exemples ont pu attirer votre attention. Pour le coup, je laisse la main à Kenji. Merci Sandrine. Alors, on va passer aux questions. N'hésitez pas, là, pendant que je réponds aux premières, à poser vos questions. Si vous avez besoin qu'on revienne sur les spécificités de l'arrêt Musel, de la clause séquestre, hein, on a le temps, on peut prendre le temps de bien vous répondre pour que ça soit bien clair pour vous et que surtout vous puissiez le mettre en application dans le conseil que vous allez donner à vos clients. Donc, de toute façon, à la fin du live, vous allez recevoir un mail automatiquement dans lequel vous allez retrouver la présentation et vous allez retrouver également le lien vers le modèle de clause séquestre pour vous accompagner. On a une question de Michael qui nous demande est-il possible de souscrire une ADI sur un prêt pro avec Simulassure? Notre réponse est oui, hein, quasiment avec la totalité de l'offre qu'on propose. Effectivement, on peut couvrir un prêt pro. Ensuite, Michael qui nous demande encore, est-ce qu'il est possible de faire une assurance homme-clé avec Simulassure? La réponse est encore oui. On a un contrat de tempo d'essai qui est disponible sur simulassure.fr dans la rubrique prévoyance, qui s'appelle Objectif Protection. Une autre question de Michael, très bon contributeur de questions aujourd'hui. Alors, je la pose en direct parce que je n'aurai peut-être pas la réponse. Alors, hop. Donc, la question c'est, quid si l'assurance de prêt d'un LMNP est souscrite à la banque? Si loi reprise, la banque peut s'opposer à la clause bénéficiaire séquestre. Alors, si l'assurance de prêt d'un LMNP est souscrite à la banque,
si loi reprise, la banque peut s'opposer à la clause bénéficiaire séquestre. S'il est possible peut-être de préciser la question, Michael. Voilà. Dans le cadre d'une reprise, est-ce que la banque peut s'opposer C'est peut-être la modification du montage pour le passer en clause bénéficiaire séquestre, peut-être. Ouais, je pense que c'est dans le cas où la banque est bénéficiaire acceptant, est-ce que derrière, elle peut refuser? C'est peut-être pour faire modifier la clause en fait du contrat qui est en banque bénéficiaire. Comme Michael, s'il est possible de… Ah oui, il vient de nous dire oui, Julien. Est-ce qu'il y a possibilité du coup de reprendre le contrat d'assurance de prêt qui a été mis au profit de la banque et de faire cette modification en clause séquestre? Je pense que c'est ça la question. C'est ça. Après, très honnêtement, je ne veux pas dire de bêtises parce que c'est vrai que la banque, elle est bénéficiaire acceptante. Donc, peut-être, et sûrement, elle a son mot à dire. Je ne sais pas si Thomas, quand tu as déjà fait des montages comme ça, Non, j'ai pas eu le cas-là. J'ai pas eu ce cas-là. En fait, on remonte le projet complètement repris de A à Z. Donc, il faudrait l'accord de la banque pour modifier puisque on passe par une clause séquestre. Je vois pas je ne connais pas s'il y a une corrélation entre la reprise de l'assurance et en fait le fait de changer la reprise de l'assurance et de comparer des contrats équivalents, etc. C'est cette possibilité. Ce qui est sûr, c'est que dans les critères de refus, clairement, s'il n'y est pas. Après, est-ce qu'effectivement changer le bénéficiaire, vu qu'on est dans le cadre du conseil, il faudrait voir. Très honnêtement, je ne veux pas dire de bêtises. Je vais trouver la réponse et je répondrai à Michel. La loi Hamon, l'amendement Bourquin, ça me semble compliqué parce qu'on est quand même sur une assurance de prêt pro. Mais par contre, est-ce qu'il est possible de faire juste une modification de bénéficiaire pour accompagner le client et être dans le conseil? Ça, effectivement, on va se renseigner et dans ce cas-là, on répondra par mail à cette question-là. Ouais. Hervé qui nous demande, bonjour Hervé, il nous demande est-ce qu'on peut revenir sur les 2 premières slides par rapport au coût? Alors, par rapport au coût de… Est-ce que c'était celle-là? Hervé, s'il est possible de répondre avant qu'on puisse répondre à la question. J'ai une question de Vianney qui nous demande, dans le cadre d'une clause séquestre, que devient le capital séquestré lorsque le prêt est soldé? Est-il imposable au moment de le récupérer? Et qui en est le bénéficiaire, l'entreprise ou les héritiers? Alors, pour le coup, Frédéric, tu vas peut-être faire un rajout à la première réponse que je vais apporter. Que devient le capital séquestré lorsque le prêt est soldé? Donc, le capital séquestré revient directement aux bénéficiaires du contrat qui ont été choisis en amont. Donc, sur la délégation d'assurance de prêt, le bénéficiaire, soit ça peut être l'associé, pour le coup du chef d'entreprise, sinon ça pourrait être les héritiers. Pour le coup, donc ça reviendra soit à l'associé, soit aux héritiers en fonction de ce qui a été choisi en amont. Il n'est pas imposable au moment de le récupérer, puisque c'est le principe même de garder la dette, de garder les capitaux. On est bien sur une assurance décès, donc par conséquent, il n'y aura pas d'imposition sur le capital à récupérer. Frédéric, tu veux peut-être ajouter quelque chose par rapport à ce que je viens de dire ou pas? Non, écoute, c'est clair, il n'y a rien de particulier. Hein. Le but, c'est vraiment, le meilleur conseil, c'est vraiment à ce moment-là de laisser de toute façon le prêt s'amortir tout seul, si je puis dire. Et donc voilà, après, tu l'as très bien expliqué. Merci. Merci. On a une question de Christophe. Si l'assuré avait souscrit une ADP avec ITT car statut salarié mais reprise comme statut retraité, faut-il resouscrire l'ITT? Ça serait top de pouvoir donner des explications sur cette question.
quelqu'un qui est en statut salarié, qui souscrit une ADI, Ouais. mais il passe Tout en dépend. statut retraité, faut-il resouscrire l'ITT? Non, tout dépend de l'âge. C'est pas le statut de retraité. Parce que si dans les conditions générales du contrat groupe, l'ITT est toujours valable, la banque peut, je pense, embêter en disant qu'on n'est pas à l'équivalence si on n'a pas resouscrit l'ITT dans le nouveau contrat. Par contre, s'il a perdu dans le contrat groupe l'assurance ITT, on sera à l'équivalence. Donc, il pourrait y avoir une reprise. Merci. Et donc, pour… alors… Thomas, tu voulais prendre Non, la question? je voulais répondre j'ai voulu répondre à Michael de Béziaux par rapport à sa réponse. En général, l'assurance ADI de la banque en MNP n'est pas en pré-pro, mais en classique, effectivement. Mais dans sa question, ce qu'il faudrait voir, c'est simplement si on peut cumuler, d'une part, un amendement pour qu'un ou amont avec la modification du mécanisme. D'un côté, on est en banque bénéficiaire acceptante, alors de l'autre côté, on a en fait un bénéficiaire qui est différent, avec une clause séquestre. Donc là, je pense que cumuler la loi Armon et la loi Bourquin, en fait, n'est pas possible. Je n'ai pas eu ce cas-là, mais je pense que ce n'est pas possible. Okay. Merci Thomas. Et donc, pour Hervé, donc c'était a priori cette slide-là sur lequel Hervé, vous voyez des informations au niveau du coût. Donc, si Julien, tu peux refaire un point pour réexpliquer le coût. Oui. Alors, au niveau des coûts? Oui, au niveau du coût, expliquer le détail du tableau pour voir comment fonctionne ce tableau-là. C'est directement pris directement sur un devis qui a été fait directement sur simulation.fr. Simulation, ouais, on a fait une simulation. J'ai repris la cible, c'est pour ça que j'ai spécifié. Donc, j'ai fait un devis pour madame dans le cas-là, qui a 30 ans. Donc, derrière, pour assurer un capital de 60 000 €, derrière, on va avoir donc une cotisation qui évolue, parce qu'il y a les classes, il y a les différents âges. Et vous le voyez donc en cotisation fractionnée, donc ce qu'elle va payer par mois au niveau des différentes années. Donc, c'est 7,26 € en 2021, 7,52 € en 2022. Et vous avez la cotisation annuelle en dernière colonne. C'est aussi simple que ça. Parfait, merci. J'espère que ça répond à la question Hervé. Je regarde si j'ai pas d'autres questions. Écoutez, je n'ai pas d'autres questions pour le moment. N'hésitez pas à les poser s'il y en a une dernière. J'ai une question d'Émilie. Une question d'Émilie qui nous demande quel est le coût d'une clause séquestre chez le notaire. Environ 550 € à peu près. Frédéric, dis-moi, mais je pense qu'on est là-dessus, 500, 550. J'avais 500 en tête, après c'est à peu près ça. D'accord, donc Émilie, entre 500 et 550 € pour le coût de la clause séquestre chez le notaire. Écoutez, on est bon, on est à jour. Bien, écoutez, merci à tous d'être venus partager ce moment avec nous. J'espère que ce live vous a plu, que ça vous a donné des informations que vous allez pouvoir mettre en application au quotidien dans le conseil client. Merci aussi, je tenais à remercier les intervenants, donc Frédéric, Thomas, Julien, Sandrine. Vous allez tous recevoir donc un mail dès la fin du live avec le replay et vous allez trouver aussi également des informations comme la présentation, comme le lien vers le modèle de clause séquestre. Je tiens à remercier aussi Clarisse et Astrid qui ont œuvré pour la conception de ce live. Et donc, juste avant de vous laisser, je vous annonce les prochains lives à pas manquer. Donc, le prochain live, c'est jeudi de la semaine prochaine, donc jeudi 28 mai, à 15 h, où ça sera un focus plus spécifique, pour le coup, sur Simulation, sur simulation.fr, sur nos solutions. Et donc, on vous attend nombreux. Et puis, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à très vite. Merci à vous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.